l'actualité, une nouvelle étape dans le procès du coup d'État raté de septembre 2015. L'interrogatoire des témoins a débuté à la barre ce 28 janvier. Jean-Bénédicte Bi-Ila et Alidou Sawadogo, des inculpés devenus par la suite des témoins. Tahirou Barry, candidat à la présidentielle de 2020, l'ex-président du Parent et ex-ministre de la Culture ne s'est pas encore décidé, mais pour sûr, le MCR, le Mouvement pour le Changement et la Renaissance, a porté son choix sur lui pour briguer la magistrature suprême l'année prochaine. À suivre également dans ce journal la passation de charges entre Lassane Kaboré et Adizatou Rosine Koulibaly. C'était ce matin et on peut dire que c'est la fin d'une époque au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Bonsoir et bienvenue à tous. Pour commencer, ce communiqué de l'état-major général des armées qui nous informe de ce que ce 28 janvier, aux environs de 5 h du matin, le détachement du groupement de forces pour la sécurisation du Nord, en abrégé GFSN de Nassumbu, a été la cible d'une attaque terroriste. 4 militaires tués et 4 blessés, c'est le bilan officiel de cette attaque. Et d'après la note d'information de l'armée, les opérations aériennes se poursuivent pour mettre en déroute les assaillants. Après l'interrogatoire des accusés qui aura duré un peu moins d'une année, voici donc venue l'audition des témoins retenus dans le cadre du procès du putsch manqué de septembre 2015. Le ballet des témoignages a débuté ce lundi 28 janvier. Que retenir de cette première journée d'audience? La réponse avec Luc Pagbelgem. On a vu des accusés faire leur show. Maintenant, c'est le tour des témoins de jouer les stars à la barre. A fini par lâcher Maître Prosper Farama à force de voir des témoins s'emporter et refuser de répondre à certaines questions. C'est en somme l'ambiance qui a prévalu aujourd'hui à l'ouverture de l'audition des 10 témoins à la barre. L'audition a commencé par Bila Bénédicte Jean. Bila Bénédicte Jean est un agent du ministère de la Jeunesse, collaborateur du CRTI, le Centre de renseignement et de traitement des informations, recruté par le général Djibril Bassolé quand il était élève et membre de l'AESO. Donc il est aussi l'informateur du général Djibril Bassolé. Selon Bila Bénédicte Jean, qui est cité aujourd'hui comme témoin, mais qui avait été dans cette affaire comme prévenu avant de bénéficier d'un non-lieu, le général nourrissait un intérêt exagéré pour les informations ou les mouvements du RSP, ce qui lui fait dire en son temps au CRTI qu'il était impliqué. Il a ajouté également que Maître Herman Yamego était le planificateur de ce coup d'État. Léonce connaît le bras financier, sans oublier le colonel Yak. Le parquet va lui demander s'il sait que sur ces simples déclarations, on a eu à inculper des personnes dans ce procès. Et la défense qui regrette que sur de simples informations colportées dans des maquis, on soit là à tenir un procès. Quand on a appelé Maître Herman Yamego et Léonce connaît à la barre, eux, ils ont trouvé décevant vraiment que le témoin ait eu à faire des déductions aussi faciles. C'est pas parce que lui, Herman Yamego, il était contre l'exclusion sous la transition qu'il est l'organisateur de ce coup d'État. Et présenter Léonce Koné comme le bras financier parce qu'il est ancien banquier, c'est léger comme propos qu'il faut tenir à la barre et ça ne devrait pas être suffisant pour inculper des personnes à cette barre-là. Le deuxième à passer comme témoin, il s'agit de Alidou Sawadogo. Alidou Sawadogo est conseiller des affaires étrangères. Il était protocole du général Djibril Bassolé quand il était ministre des Affaires étrangères et avec lui, il entretient d'excellentes relations. C'est suite à son information au général qu'il y avait un coup d'État le 16. Et le général lui a dit qu'il se retirait à Koudougou pour se mettre à l'abri, que le général va lui demander par la suite de remettre la somme de 1 million de francs CFA à Ouedraogo Adama dit Damis. Il dit que quand le général rentrait de ses multiples voyages, il avait l'habitude de lui confier des devises et c'est sur ces devises qu'il a prélevé la somme d'1 million pour remettre à Damis. Et lui n'a pas cherché à savoir ce que ce dernier voulait faire de cet argent. Et ce dernier appelé à la barre a confirmé, j'ai reçu 1 million, mais aussitôt après j'ai voyagé, c'était pour des raisons familiales. Je me demande pourquoi on me poursuit depuis là avec cette affaire du million.
Après le million d'Amis, il y a les 5 millions de Ismaël Diendéré. Selon le témoin, le général l'a appelé et lui a dit d'aller remettre 5 millions à Ismaël parce que ces derniers avaient des difficultés familiales. Il a pris la somme et c'est arrivé qu'il s'est aperçu qu'il s'agissait de Ismaël Diendéré, le fils du général Diendéré. Lui, il a remis l'argent sans chercher à savoir ce que ce dernier en a fait. Il ne sait pas du tout si cet argent a servi à soutenir des membres du RSP. Il faut noter que ce témoin n'a pas manqué de s'emporter à plusieurs reprises et à mettre hors d'eux des avocats des partis civils. Évidemment, le président du tribunal a eu à lui rappeler qu'il était tenu de répondre à toutes les questions qu'on lui posait à la barre. À noter que selon l'article 120 du Code de justice militaire, tout témoin qui est auteur de fausses déclarations peut être immédiatement déposé. L'audition des témoins se poursuit demain et nous sommes seulement à 2 témoins sur la liste de 10 qui a été communiquée. Politique et la présidentielle de 2020 que le MCR prépare activement. Aussitôt porté sur les fonds baptismaux, le mouvement pour le changement et la renaissance pense à conquérir Kosiam et il n'est pas exclu que Tahirou Barry soit son candidat, n'est-ce pas, Roméo Koita? Tahirou Barry sera-t-il candidat à la présidentielle de 2020 et sous la bannière de quel parti politique? Pas encore de précision, mais en tout cas la création du MCR, le mouvement pour le changement et la renaissance, semble donner des indices sur le destin politique de l'ancien président du parent, le Parti pour la Renaissance nationale. Puisque les fondateurs de ce parti politique l'appellent à être leur candidat aux élections présidentielles prochaines. Je prends bonne note de cet appel, mais je pense qu'aujourd'hui, le contexte national, pour le moment, exige de nous un peu de patience. L'ex-ministre de la Culture compte se décider le moment venu. Mais pour l'instant, il n'a aucun statut dans le parti, précise Carlos Toé, président du MCR, un des fidèles lieutenants de Tahirou Barry avec qui il a été exclu du parent de Laurent Gbagbo. Il justifie le choix de Barry comme le champion en 2020 parce que ce dernier aurait déjà montré ses capacités de rassembleur. Il fait partie de ces jeunes-là et de ces personnalités burkinabées qui ont le sens de l'honneur, de la dignité et du respect de la chose publique. Moi-même, je n'ai pas la capacité de diriger ce pays en ce moment. Si je vois quelqu'un qui peut le faire, l'humilité et l'honnêteté intellectuelle auraient voulu que j'aille vers cette personne-là et montrer l'exemple aux jeunes qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps nous-mêmes au devant pour pouvoir contribuer à la gestion du pays. Le parti compte incessamment faire sa demande d'affiliation au CEFOP, le chef de file de l'opposition politique. Et déjà, le ton est donné dans le discours. Notre avenir est pris en otage par des politiciens qui ont développé l'art de démarrer une machine de conquête de pouvoir sans savoir comment démarrer celle du développement. Comment comprendre que dans un pays miné par les attaques terroristes, fragilisé dans sa cohésion sociale et surtout placé en état d'urgence, comment comprendre qu'on puisse renvoyer tout un gouvernement pendant près d'une semaine et le ramener après dans sa quasi-totalité. Je vous laisse apprécier. Le MCR se positionne comme un parti de jeunes engagés et déterminés à bousculer la vieille classe politique. En dépit du jeune âge du parti, Carlos Toé et ses camarades pensent qu'ils ont leur mot à dire en 2020, surtout avec Tahirou Barry comme candidat. La jeunesse de l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès donne aussi de la voix. Réunis hier dimanche à Ouagadougou sous la houlette du secrétariat national chargé du mouvement associatif et des OSC, les jeunes du CDP ont donné leur lecture de la situation nationale. Abdoulaziz Sarré, Roméo Koita. La nomination de Christophe-Marie Dabiré au menu des discussions au Congrès pour la démocratie et le progrès. Réunis en Assemblée générale à ce 27 janvier, les jeunes de l'ex-parti au pouvoir se réjouissent du choix d'un ancien membre de la grande famille politique CDP à la tête du Premier ministère. À partir du moment où on reconnaît les compétences d'un de nos militants, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et comme je l'ai dit, les compétences au niveau du CDP, il y en a à profusion.
Et donc, nous sommes heureux pour lui, nous le félicitons. Nous avons espéré un gouvernement plus consensuel, un gouvernement plus concerté. Cela ne signifie pas que notre intention au sein du CDP était forcément de participer à une quelconque forme de gouvernement d'union, mais en tout cas de participer à la réconciliation. Organisé par le secrétariat national CDP chargé des mouvements associatifs et des OSC, cette assemblée générale a été également une occasion pour les militants du parti de réfléchir sur la situation nationale. Des écoles fermées dans plusieurs régions du pays et l'insécurité chronique du jamais vu au Burkina Faso depuis 27 ans, disent-ils. Ça, c'est une situation que notre pays n'a jamais connue. Le CDP a fait ses preuves pendant 27 ans. 27 ans, il n'y a pas eu d'attaque terroriste, il n'y a pas eu d'insécurité aussi chronique. C'est une expertise qui existe. Ceux qui étaient à la tête de la gestion des questions sécuritaires sont bien vivantes. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, on arrive à surpasser les contradictions partisanes pour faire appel à toutes les compétences avérées pour résorber certaines questions. Et nous constatons pour l'instant que tel n'est pas le cas dans notre pays. Pour le CDP, l'ex-président Blaise Compaoré doit revenir au pays afin que le Burkina Faso retrouve son lustre d'antan. Un sondage décidé donne plus de 71% de l'opinion qui est favorable donc, à ce retour du président Blaise Compaoré dans un contexte bien entendu apaisé. Vous avez vu au Mali comment ça s'est passé. Le président Ibeka a porté la question du retour de Toumani ATT en personne. Et il a invité à revenir chez lui quand il voulait, comme il voulait, et qu'il assurait donc voilà, la quiétude de son retour dans son pays. Donc je pense que on peut s'inspirer de cet exemple-là pour faire venir le président Compaoré également. Cette assemblée générale du CDP est le début d'une série d'activités. D'ores et déjà, une conférence provinciale du parti est prévue en février prochain. Un bref mouvement d'humeur ce matin sur les 2 sites du Centre national de transfusion sanguine à Ouagadougou. Les agents frondeurs, tous des infirmiers, s'insurgent contre la volonté de la direction générale de leur imposer une tâche pour laquelle ils ne seraient pas qualifiés, en l'occurrence la préparation des poches de sang. Pour ces infirmiers, cette tâche nécessite des compétences particulières. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notamment la réaction des mis en cause. Et la valse des passations de charges qui se poursuit au niveau des départements touchés par le remaniement ministériel. Ce matin, Smaïla Ouedraogo a passé le témoin à Salifo Thiemtoré au niveau du ministère en charge de la jeunesse, et ce, dans un contexte de crise avec le Conseil national de la jeunesse. Roméo Keta. Du ministère de la Santé à celui de la jeunesse, Smaïla Ouedraogo n'a souvent pas eu le sommeil tranquille au cours de ses différents mandats dans les gouvernements de Paul Kabatiba. La dernière crise à laquelle il a dû faire face avant son départ, c'est celle qui l'opposait au Conseil national de la jeunesse, dont les premiers responsables l'accusaient notamment d'être contre les intérêts de la structure. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que la crise avec le Conseil national de la jeunesse vous a peut-être coûté votre fauteuil? Non, je pense que ça c'est... J'allais dire que c'est sans objet, parce que ça n'a, à mon avis, ça n'a rien à voir, parce que la question du Conseil national de la jeunesse est une question carrément, je dirais, qui n'a absolument rien à voir avec la question dont on parle aujourd'hui, parce que la question nationale, le Conseil national de la jeunesse est une question qui est en train d'être évaluée, comme je le disais dans mon intervention, sur la table du Conseil des ministres. Il y a un rapport qui a été produit en Conseil des ministres et bientôt, mon prédécesseur travaillera sur ce rapport pour que nous puissions avancer. Au moment donc où Salifo Thiemtoré prend officiellement les clés du ministère de la Jeunesse, il pense prioritairement à ramener la sérénité dans la maison en adoptant comme stratégie le dialogue avec tous ses collaborateurs et l'ensemble des partenaires sociaux. C'est ensemble que nous avons réalisé la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est dans l'unité de pensée et d'action, dans le respect et la confiance de l'autre, dans la discipline et dans l'abnégation, qu'ensemble nous allons lutter et vaincre les maux qui entravent l'épanouissement de la jeunesse burkinabé. Je m'y engage et j'attends cela de vous tous, à tous les niveaux que ce soit. Dans un contexte marqué par l'extrémisme violent et la radicalisation des jeunes,
Il est impérieux et urgent de trouver du travail à la jeunesse, dira le nouveau maître des lieux. Et pour étayer son propos, il va emprunter une citation au président du Faso. Et je cite, si nous ne faisons pas en sorte qu'il y ait le développement, de l'espoir, du travail pour les jeunes, le terreau sur lequel travaillent les terroristes sera maintenu. Cela veut dire que les terroristes travaillent aujourd'hui sur la pauvreté et sur la misère. Donc il est important que tout en travaillant à la lutte pour la sécurité, nous devons travailler pour le développement de notre pays. Fin de citation. Les défis sont énormes et les attentes sont nombreuses au sein de la jeunesse burkinabé, surtout concernant l'emploi. Salif Otiam Touré en est conscient, il demande donc l'accompagnement de tous les acteurs de son département pour atteindre ses objectifs. Passation de charge également au Minefid. Après 3 années passées à la tête du ministère de l'économie, des finances et du développement, Adizatou Rosine Koulibaly cède le fauteuil à Lassane Kaboré. Le nouveau patron du département de l'économie a officiellement pris fonction ce 28 janvier au terme donc d'une passation de charge supervisée par le secrétaire général du gouvernement. La désormais ex-ministre de l'économie dit partir avec le sentiment d'un devoir accompli quand son successeur, lui, avoue mesurer l'ampleur de la tâche. Kwame Avedapa. Comme son prédécesseur, il est haut fonctionnaire d'une institution internationale et comme elle, il tombe dans une situation urgente. Au moment où Lassane Kaboré prend fonction, les dossiers chauds attendent déjà le nouveau ministre de l'économie et des finances. Et le plus brûlant d'entre eux est sans doute le sacro-saint fonds commun des mouvements syndicaux. Non, je ne pense pas qu'ils veulent qu'on revienne sur les fonds communs. Le fonds commun n'a pas été supprimé. C'est une loi, la loi plafonne. Et les partenaires sociaux sont autant que vous des patriotes. Des patriotes qu'il va falloir pourtant remobiliser et le nouveau patron de l'économie burkinabé sait déjà comment s'y prendre. Dans mes premiers mois, c'est de ramener la sérénité. Parce que vous savez que nous ne pourrons pas réaliser des progrès substantiels si nous n'avons pas la sérénité au niveau de notre maison. Donc nous ferons en sorte qu'il y ait la sérénité et rapidement que tout le monde retourne au travail. Un travail à réaliser à la suite de celui mené pendant 3 années par la désormais ex-ministre de l'économie et des finances. Je voudrais ici dire que je m'en vais avec le sentiment du devoir accompli, non pas un héros solitaire, mais admiratif de la contribution de tous et de chacun à l'accomplissement de la mission de pilotage de l'économie, des finances publiques, de gestion du développement et d'aménagement du territoire. Au nombre des réformes qu'elle aura menées, on peut citer entre autres l'implantation du budget programme, l'instauration de la facture normalisée, le e-syntax pour le paiement des impôts en téléprocédure, la plateforme Silivi pour les services des douanes, des actions comme l'apurement de la dette intérieure et la mise en place du PNDS sont aussi à relever. Vous le savez, durant ces 3 années au ministère de l'économie et des finances, Adizatou Rosine Koulibaly a eu maille à partir avec les partenaires sociaux, une période marquée par de nombreux mouvements de grève et parfois même des attaques personnelles. L'ex-ministre garde en mémoire ces périodes tumultueuses et une situation tendue qu'elle cède à son successeur, Kwame Avedapa. 3 ans de bras de fer avec les partenaires sociaux, marqués par des passes d'armes parfois virulentes et allant jusqu'aux attaques personnelles souvent, forcément, ça laisse des traces. Ni les injures, ni les intimidations, ni la délation, ni les atteintes à ma vie privée, les cabales médiatiques ne m'ont perturbé un seul instant, car comme le dit Cicéron, je préfère le témoignage de ma conscience à tous les discours qu'on peut tenir sur moi. Ces discours, ils sont partagés entre des admirateurs qui considèrent la désormais ex-ministre de l'économie comme celle qui était déterminée à mener des réformes structurelles profondes avec audace et courage, et des détracteurs qui la considèrent par contre comme une ministre aux méthodes autoritaires, incapable de dialoguer avec ses collaborateurs. Adizatou Rosine Koulibaly, elle, préfère prendre le temps en témoin. Que l'histoire me condamne, si j'ai eu tort d'indiquer la voie qu'il
semblé la meilleure pour faire face aux défis et améliorer les performances du Minefid. Sur la voie des réformes qu'elle a voulu tracer, Adizatou Rosine Koulibaly a eu constamment en face d'elle des organisations syndicales avec lesquelles le courant n'est jamais passé. Certains ont été enfermés dans le confort d'habitudes routinières. Certains ont refusé le droit de conduire des réformes légitimes, audacieuses, mais nécessaires pour être en phase avec le nouvel ordre économique et les attentes des populations. Je ne garde aucune rancune, encore moins de haine, dira-t-elle pour conclure. Voilà qui nous permet d'aborder la chronique économie. La semaine dernière, nous indiquions dans cette rubrique que la balance commerciale du Burkina Faso restait déficitaire en dépit de l'évolution des indicateurs des exportations qui sont passés à 9,1%. Ce soir, nous vous donnons des précisions par rapport à cet état de fait. Suivons donc les explications de Rémi Lambert-Nébier. En 2017, les exportations au Burkina Faso ont évolué de 9,1%, mentionnait l'économiste du Faso dans sa parution numéro 282. Au cours de la même année, les dépenses en importation grimpaient de 7,8%, note également le même hebdomadaire qui cite en source le rapport 2017 de la Direction générale du commerce sur la balance commerciale. Le 1 pas en avant et 2 en arrière se poursuit malgré les efforts du pays pour équilibrer sa balance commerciale. Cette tendance haussière des indicateurs à l'importation qui annihile les performances enregistrées à l'exportation est due à la quasi-dépendance du pays vis-à-vis de certains produits de consommation. Parmi ces produits viennent en tête les hydrocarbures avec une proportion de 22,8% des importations totales, soit plus de 487 milliards de francs CFA. Suivent les importations en médicaments et en cimenterie avec des valeurs respectives de plus de 89 milliards et plus de 82 milliards de francs CFA en 2017. Le Burkina Faso possède certes des usines de fabrication de ciment, mais cette part considérable des cimenteries dans les produits d'importation réside dans le fait que les matières premières utilisées, notamment le clinker, proviennent de l'extérieur. À cette liste des produits d'importation qui ont coûté une facture salée au commerce burkinabé en 2017 s'ajoute l'énergie électrique pour 31,665 milliards de francs CFA et le riz pour 58,580 milliards de francs CFA. Les importations en tonnes de riz sont cependant en baisse en 2017 dû à un regain de la production nationale. Toute chose qui fait dire que le Burkina Faso tient un bout de la clé pour équilibrer sa balance commerciale. Il faudra miser sur la production et la promotion des produits agricoles porteurs et sur l'énergie solaire. C'est un projet qui aura permis d'accompagner 15 années durant le développement local au Burkina Faso. Le PNGT2 est fini depuis le 31 décembre 2018 et l'heure est actuellement à la capitalisation et au partage des résultats et enseignements tirés. Madina Sinou. Après avoir observé la mise en œuvre du deuxième PNGT, le programme national de gestion des terroirs dans les communes du Burkina Faso, les voici réunis dans cette salle des conférences de Ouaga 2000 en présence du président du Faso pour faire le point de 15 années de vie de ce programme. 15 années durant lesquelles ce programme a été aux côtés des 302 communes rurales du pays et de leur population. Deuxième programme national de gestion des terroirs réalisation de 18 250 micro-projets villageois d'un coût global de plus de 30 milliards de francs CFA grâce à un dispositif remarquable de plus de 5,5 millions d'hommes jour de formation et de sensibilisation. Ces formations et sensibilisations ont été à l'origine d'un véritable renforcement de capacité pour une appropriation totale du programme.
Et pour l'atteinte de tous ces résultats, l'appui technique et financier de plusieurs partenaires dont la Banque mondiale a été d'une importance capitale. À travers le PNGT2, pendant plus d'une quinzaine d'années de cheminement, mon institution a mis à la disposition du gouvernement burkinabé un financement dont le montant s'élève à 217,3 millions de dollars des États-Unis, soit environ 116 milliards de francs CFA. De ce montant, environ 81 milliards de francs CFA ont été transférés directement aux communes rurales et aux collectivités régionales pour la réalisation de diverses infrastructures socio-économiques au bénéfice des communautés à la base. Dans ce film documentaire projeté au colloque national sur les résultats du PNGT2, Marcel Sawadogo, président du conseil villageois de développement de Kolma dans la commune de Pisila, émet le vœu de voir continuer la mise en œuvre de ce programme dans sa commune. Un cri de cœur que le président du Faso dit avoir entendu. Nous, au niveau du gouvernement, nous poursuivrons nos discussions avec la Banque mondiale et l'ensemble des partenaires pour voir comment nous pouvons pérenniser cet outil, soit dans le cadre d'un programme national, d'un PNGT, je dirais 2, de gestion des terroirs numéro 3, disons, ou sous une autre forme que nous conclurons certainement ensemble. Donc c'est pour dire que pour nous, ce projet a été très instructif, aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau de la participation des populations au développement. Le PNGT2, historique, objectif, axe d'intervention, résultats et impact, c'est sous ce thème que s'est ouvert le colloque national sur les résultats de ce programme prévu pour durer 48 heures. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Edmund Burke, homme politique et philosophe irlandais du XVIIIe siècle. On s'arrête ici pour cette édition. Merci et à demain.